Attention, certains passages contenus dans ce programme peuvent heurter la sensibilité des auditeurs. Aux enquêteurs, j'ai parlé de réseau de pédophilie, j'en faisais d'ailleurs partie. C'était aussi un réseau de prostitution, prostitution d'enfants. Ceci est un extrait d'interview du témoin X1, issu d'une archive datant de janvier 1998. La plupart des personnes qui venaient n'étaient pas toutes pédophiles, mais plutôt habituées à des relations hétérosexuelles, et les enfants étaient employés seulement parce qu'ils ne pouvaient pas parler. X1 raconte aux médias l'horreur qu'elle a vécue. Elle parle aussi d'un meurtre qui pourrait être celui de Christine Vannès. J'ai cité son nom et après je l'ai souvent regretté. C'était un événement très traumatisant. Vous avez dit aux enquêteurs que les meurtriers étaient Dutroux et Nioul. Entre autres, oui. La témoin X1 accuse Marc Dutroux et Michel Nioul d'avoir participé à ce meurtre. Mais ils n'auraient pas été les seuls présents ce soir-là. Parmi les autres participants, des personnalités connues et influentes. En 1998, la publication du témoignage d'X1 dans la presse va susciter un déferlement médiatique et provoquer une onde de choc dans tout le pays. Cette jeune femme va soudainement se retrouver sous les feux des projecteurs et devoir donner des réponses aux nombreuses interrogations des journalistes. Des réponses qui vont considérablement diviser et fracturer l'opinion publique. Sa disparition reste une des plus mystérieuses affaires criminelles de ces 20 dernières années. Moi, je suis sûr que Christine savait ce soir-là qu'elle allait pas rentrer chez elle directement. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, même sans le savoir. Christine Vannès lui avait dit qu'elle pouvait changer de vie parce qu'elle avait compris qui étaient ses vrais amis et qui n'étaient pas ses vrais amis. Puis elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars et que ses copains étaient très bizarres et qu'elle avait peur de ses copains. Oh, tu te fous de ma gueule, toi, quoi. J'ai dit, tu viens de m'accuser comme étant ton complice et tu me demandes ce que je fais là. La RTBF et Frisson Média présentent Le meurtre de la Champignonnière, un podcast d'investigation d'affaires criminelles non résolues. Revenons 14 ans plus tôt, en 1984. Le frère de Christine Vannès voit un jour débarquer à la sortie de l'école un commissaire de police. C'est l'un des deux responsables de l'enquête du meurtre de sa sœur. Il lui propose de le raccompagner jusque chez lui en voiture. Il accepte. À l'intérieur du véhicule, ce commissaire lui aurait tenu un discours bien surprenant. En effet, il lui raconte qu'il va devoir abandonner l'enquête afin d'obtenir une promotion. Il lui précise que les recherches se dirigent actuellement vers des gens importants. Et il lui demande de garder cette conversation sous silence. Pourtant, en 1984, la police s'intéresse officiellement aux punks. Pas vraiment donc ce qu'on aurait tendance à appeler des gens importants. Pourquoi ce commissaire aurait-il tenu de tels propos aux frères de la victime? Qui étaient ces personnes importantes? Au moment de l'apparition du témoin X1, cette information semble prendre un tout autre sens. 3 ans après, le 27 avril 1987, un autre événement nous semble interpellant. Il est environ 16 heures quand la police communale d'Etterbeek reçoit un appel anonyme. Oui, allô? La police d'Etterbeek. Pardon, monsieur, si vous voulez savoir un peu des nouvelles, allez un peu au 140, au café rue Philippe Bock, chez Dolo. Au bout du fil, un homme, plutôt âgé, à l'accent particulier. Il semble être sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. Le policier, surpris, demande des précisions. L'interlocuteur répond. Vous aurez peut-être des histoires au sujet de la Champignonnière. L'homme raccroche. Le policier rédige un PV reprenant cette conversation. PV qui finira aux oubliettes. 10 ans après, quand surgit le témoignage de X1, cet appel prend une toute autre dimension.
Et puis les enquêteurs ont perquisitionné cet après-midi au café de Dolo à Etterbeek. C'est dans ce café que la compagne de Michel Nioul, Marlène de Coquereux, était serveuse. Michel Nioul était un familier des lieux, il connaissait bien la gérante, Dolores Barra. Celle-ci a été interpellée par les enquêteurs pour interrogatoire à la PJ de Bruxelles. Le Dolo est situé à Etterbeek, à l'angle de 2 rues. En apparence, il semble être un café de quartier tout à fait banal, avec une devanture typique de bistrot bruxellois. Sa clientèle hétéroclite est autant constituée de gens du quartier que d'hommes d'affaires ou de policiers communaux. Et parmi ses habitués, on retrouve Michel Nioul. Sa compagne est l'une des serveuses et il y vient très régulièrement pour prendre un café ou boire un verre. Lorsqu'on a enquêté sur Michel Nioul, on s'est rendu compte que Michel Nioul allait parfois boire un verre à ce Dolo, comme beaucoup de gens. Michel Lorquin, auteur du livre « Le meurtre de la champignonnière ». Et certaines presses a voulu démontrer que le Dolo était une espèce de boîte à partous, un sex club, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais ça a été dit car la propriétaire de ce café, le Dolo, était une certaine Dolores qui avant était la tenancière d'une boîte à partous qui s'appelait les Atrébates, rue des Atrébates, et qui avait été fermée pour des faits de proxénétisme et de mœurs. En effet, avant d'ouvrir le café Dolo, Dolores était la tenancière des Atrébates, un lieu bien particulier. Situé au premier étage d'une maison de maître ordinaire, il n'était autre qu'un club privé où se pratiquait partouze et échangisme. Il n'était accessible qu'aux initiés et impossible à remarquer depuis l'extérieur. Aucune enseigne n'indiquait cet endroit. Michel Nioul en était un client régulier. Cette maison de débauche finit par être fermée et Dolores ouvre le café Dolo. Ce qui s'est passé avec le Dolo, c'est que les enquêteurs ont fait la liste des gens qui y allaient fréquemment, mais ils n'ont trouvé rien de très particulier, puisque c'était monsieur et madame tout le monde qui allaient boire un verre. À ce moment-là, c'était un simple café populaire qui n'avait rien de très intéressant, si ce n'est la personnalité de la propriétaire. Perquisitionnés et fermés, les enquêteurs décrètent finalement qu'il n'y avait ni proxénétisme ni affaire de débauche au café Dolo. Pourtant, une partie de sa clientèle est connue pour avoir des mœurs légères. Plusieurs anciens habitués des Atrébates fréquentaient le Dolo et il se murmure encore aujourd'hui qu'une fois le rideau tiré, il s'y passait certaines choses. Cet appel anonyme à la police d'Etterbeek questionne. Pourquoi quelqu'un relierait-il le meurtre de la champignonnière à ce café fréquenté par Michel Nioul et dont la tenancière est connue pour des affaires de mœurs dans son ancien établissement? En 1996, quand l'affaire Dutroux éclate, il règne une atmosphère particulière en Belgique. La population est choquée et traumatisée. Des moyens colossaux sont déployés par la police. Michel Nioul est le suspect numéro 1. Toute sa vie et ses habitudes sont passées au peigne fin. Les médias s'intéressent de près à son cas. Régulièrement, il fait la une des journaux. Nioul, coupable ou innocent, devient une question récurrente et un débat public. Pendant que l'affaire Dutroux et le cas Nioul sont décortiqués par la presse, un axe d'enquête est passé sous silence, celui de la témoin X1. L'équipe de gendarmes continue de creuser cette piste, toujours en toute discrétion. Elle est divisée en 2 parties. Une première s'occupe d'interroger la témoin afin d'obtenir le maximum de précision. C'est un exercice très compliqué. La témoin, multitraumatisée, peine à s'exprimer correctement. Elle est incapable de tenir une chronologie précise et se referme régulièrement. L'autre partie de l'équipe est chargée de vérifier toutes les informations récoltées. Elle analyse le dossier Dutroux afin de trouver des concordances et des preuves. Mettons de côté un instant le témoignage de X1. Dans l'enquête, nous pouvons trouver certains éléments qui interpellent et qui pourraient éventuellement relier la mouvance Dutroux-Nioul au meurtre de la champignonnière. Dans le premier épisode, nous vous racontions que Christine Vanez échangeait régulièrement des lettres avec un certain Pascal, un criminel inculpé pour trafic de drogue et viol sur mineurs. Elle lui avait notamment écrit « Je te supplie de ne pas me demander où je vais, ni pourquoi je ne pourrai plus t'écrire. » Ensuite, ce qui est intriguant, c'est que la Sûreté de l'État réussit à établir une liste de personnes faisant partie de la mouvance Nioul. 7 personnes y figurent, dont ce Pascal. Mais comment peuvent-ils se connaître? Était-ce déjà le cas avant le meurtre de Christine Vanez?
Un autre élément paraît important à creuser. La station de radio Radioactivité, dans laquelle Michel Nioul est animateur. Les locaux de cette radio se trouvent juste au-dessus de la patinoire d'Etterbeek que fréquente Christine Vanaes. Est-il possible qu'un jour elle ait été invitée à visiter ces locaux? Et a-t-elle pu y rencontrer Michel Nioul? Qui plus est, un camarade d'école affirme avoir vu Christine Vanaes en compagnie de Marc Dutroux et de Michel Nioul. Il déclare avoir vu Marc Dutroux l'attendre à la sortie des cours pour rejoindre Michel Nioul dans un bar. Et aujourd'hui encore, ce témoin certifie ses propos. Ce témoin dit-il vrai? Est-il envisageable qu'il se soit trompé? Il ne faut pas oublier que l'affaire Dutroux éclate 10 ans après le meurtre et qu'il est possible que l'effervescence de cette affaire ait joué sur sa mémoire. En tout cas, il reste encore de nombreuses zones de doute et beaucoup de matière à creuser. Mais reconcentrons-nous sur la déposition de la témoin X1, déposition qui va petit à petit faire beaucoup de bruit et concentrer toutes les attentions. Donc elle a quand même donné certains éléments sur l'assassinat de Christine Vanaes. Et ce qui s'est passé, c'est que les gradés de gendarmerie qui ont assisté à ça ont pensé à un moment donné que ce qu'elle racontait ne tenait pas la route. Et donc on demandé que ces interrogatoires s'interrompent pour faire relire les interrogatoires par une équipe à l'Esprit Vierge, qui était l'équipe du commandant Duterme, qui est un autre gendarme. Chose assez exceptionnelle pour une enquête en cours, un travail de relecture sur le dossier X1 est demandé. Il s'agit de missionner de nouveaux gendarmes pour analyser une nouvelle fois les documents. Ils doivent relire toutes les auditions du témoin X1 afin d'y déceler d'éventuelles incohérences ou erreurs. Et le 2 juillet 1997, le premier rapport de relecture est déposé. Voici ses conclusions. Nous avons néanmoins pu déterminer que les auditions pouvaient parfois présenter un caractère suggestif, que la présentation qui en était faite n'était pas toujours fidèle au contenu des auditions, que le récit présente des invraisemblances et que le scénario a évolué au fil des auditions. Les interrogatoires de X1 étaient assez pénibles, en fait, parce que soit elle répondait « je ne sais pas »,« je ne sais plus »,« j'ai oublié », ou bien c'était des longs moments de silence, donc il fallait vraiment lui retirer toutes les informations possibles. Et pour faire ça, les gendarmes ont probablement commis une erreur qu'on leur a reprochée par après, c'est de poser des questions assez orientées et subjectives. Alors, je peux donner un exemple. Une des questions est-elle, est-ce que la victime avait les jambes pliées, alors qu'il aurait fallu demander dans quel état étaient les jambes ou comment les jambes étaient positionnées. Parce que là, on a induit une réponse quelque part. Vous écoutez Le meurtre de la Champignonnière, un podcast de la RTBF. L'équipe de gendarmes a-t-elle été trop subjective sur certains points? C'est ce qu'affirme ce premier dossier de relecture. Il ne sera pas le seul. En tout, 4 travaux de relecture seront effectués sur ce dossier, du jamais vu, et tous semblent réfuter la véracité des propos du témoin X1. Les gendarmes en charge de l'enquête sur le dossier X1 vont être écartés et fustigés. Nous nous sommes très longuement entretenus avec plusieurs d'entre eux, qui se disent encore aujourd'hui profondément marqués et choqués par la manière dont tout cela s'est déroulé. Pourtant, il semblerait qu'ils aient fourni un travail colossal pendant plusieurs mois. C'est la première fois que je voyais ça au cours de ma carrière. Philippe Huppé, ex-gendarme, aujourd'hui pensionné, a assisté aux 8 premiers interrogatoires de X1. Il y a eu 2 choses. D'abord, ce qu'on a appelé la relecture. Ensuite, une manœuvre judiciaire, qui ont débouché sur une ignominieuse conférence de presse de la magistrature qui, face caméra, a été raconté que X1 était une affabulatrice. Il faut oser. Moi, je ne sais pas si c'était une affabulatrice ou pas. J'aurais bien voulu qu'on enquête un peu. Alors, quand je dis la relecture, je ne parle pas d'un document de relecture, parce que d'ailleurs, duquel faudrait-il parler? Il y en a eu plusieurs. J'ai commencé à en lire un, et au bout de quelques pages, je me suis arrêté, parce que c'est épuisant. C'est épuisant de mauvaise foi. Les travaux de relecture sont très critiques envers la manière dont ont été gérés les interrogatoires de X1. Ils révèlent de nombreuses incohérences. Mais il faut savoir que certains journalistes, policiers et experts affirment quant à eux qu'il y a également eu de nombreuses incohérences dans ces mêmes travaux de relecture.
C'est un large débat qui divise encore aujourd'hui. L'enquête a-t-elle été bien neutre? Les travaux de relecture ont-ils été bien menés? Nous ne souhaitons ni rentrer dans la polémique, ni rouvrir cette discussion. Encore une fois, nous essayons de nous en tenir aux faits, de rester objectifs et chronologiques dans cette affaire. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la gendarmerie a demandé vraiment d'arrêter l'enquête vers la Champignonnière, en tout cas. Michel Lorquin. Ce qui a fait un peu sortir de leur gonds les gendarmes de l'équipe de Batz, qui à ce moment-là se sont mis d'accord avec certains journalistes pour rendre le témoignage X1 public dans la presse. Le quotidien flamand de Morgen a clôturé hier la publication d'une grande enquête sur les témoignages recueillis depuis un an à Neuchâteau. Ces témoignages sont relatifs à des réseaux criminels d'exploitation sexuelle de jeunes. Les hebdomadaires Télémoustique et Humo ont aussi participé à cette enquête, basée surtout sur les dépositions d'un témoin appelé X1, une jeune femme flamande. En janvier 1998, le témoignage de X1 est publié. Le public apprend donc que ce témoin aurait assisté au meurtre de la Champignonnière. On le sait depuis plusieurs mois, l'enquête sur les fameux dossiers annexes de Neuchâteau fait l'objet de nombreuses questions. Pour relancer le débat, certains médias décident aujourd'hui de divulguer certaines informations sur des dossiers déjà évoqués, notamment celui de la Champignonnière, l'assassinat horrible d'une jeune bruxelloise en février 1984, Yves-Étienne Massard. Au centre de la controverse, notamment les auditions de X1, l'une de celles que l'on a appelées les grands témoins de Neuchâteau. Un récit hallucinant fait aux enquêteurs dès la mi-septembre 1996 sur les sévices qu'elle aurait elle-même subis, mais aussi sur ceux auxquels elle aurait assisté. Un récit dont les enquêteurs auraient depuis obtenu confirmation auprès d'autres témoins. Pour X1, et ce n'est pas neuf, la mouvance Niol-Dutroux est impliquée dans l'assassinat de Christine Vannès et des pistes mènent à plusieurs lieux fréquentés régulièrement par l'un ou l'autre des inculpés. Ce qui est neuf par contre, ce sont certains détails très précis sur les lieux et les sévices endurés par la victime. Des détails confirmés sur une douzaine de points pour la description des lieux intérieurs et extérieurs ou le dessin du carrelage par exemple. Pour le propriétaire, impossible d'être aussi précis sans s'être rendu sur place. Quant au corps, les traces de clous dans les poignets ne figurent dans aucun rapport. L'expert en incendie et le commissaire de police, eux, s'en souviennent. Conclusion, seule une personne présente au moment du crime a pu donner de tels détails. Voilà qui inciterait donc à crédibiliser le témoignage de X1, mais aussi la thèse des réseaux. Malgré ces détails troublants, l'enquête serait donc au point mort depuis 6 mois. Reste à voir si on ne trouve pas ou si on ne veut pas trouver. Après la publication de ce témoignage, l'opinion publique semble croire les dires de 7 témoins. Un sondage de l'époque révèle que 90% de la population pense, à ce moment-là, qu'il y avait un réseau pédocriminel derrière Marc Dutroux. Madame, monsieur, bonjour. Nous commencerons cette émission avec X1, dont vous avez pu entendre dimanche dernier le terrifiant témoignage. X1 a décidé de se dévoiler cette semaine. Elle s'appelle Regina Louf et cette semaine, on peut le dire, a été fertile en rebondissements, en interrogations ou en scepticisme sur ce témoignage. Je ne demande à personne de me croire. Tout ce que je veux, c'est que l'on reconnaisse l'existence de ces réseaux, car ils existent. Et ils existent. On peut désormais mettre un nom sur la témoin X1. Elle s'appelle Regina Louf et dévoile son visage au grand jour. Mais son témoignage va commencer à susciter beaucoup d'interrogations et à faire couler beaucoup d'encre. L'ex-X1, Regina Louf, dit-elle la vérité? La Flandre s'interroge, la Flandre se déchire. J'attends, et je vous le dis, j'attends avec impatience, bien sûr, le résultat des travaux de mes collègues et de savoir si les dires de X1 eh bien, sont crédibles ou pas. Avez-vous l'impression d'être cru? Évidemment, évidemment. Les médias s'enflamment et les esprits s'échauffent. Michel Lorquin nous raconte. À l'époque, c'était assez chaud parce qu'il y avait des journaux pro-réseau, il y avait des journaux anti-réseau, et quand les journalistes de cette presse se rencontraient sur les plateaux de télévision le dimanche notamment, le ton montait assez facilement et on utilisait des arguments et des contre-arguments. Et finalement, le peuple belge ne savait plus qui il fallait croire.
Et la Belgique s'est vraiment scindée en deux camps, le camp des croyants, qui croyaient à un vaste réseau pédophile, et ceux qui n'y croyaient pas. Et c'est vraiment deux camps qu'on ne va jamais réconcilier, encore de nos jours, je pense. Croire ou ne pas croire, tel va être le débat pendant plusieurs mois. Psychologues, gendarmes, journalistes, mais aussi certains proches de Régine Lalouf vont être invités sur des plateaux télévisés pour en discuter. Aujourd'hui, avec le recul, certaines choses semblent être très surprenantes dans le traitement médiatique réservé à Régine Lalouf. Par exemple, ses parents sont venus témoigner à la télévision pour dire que leur fille était folle. Mais ce sont ces mêmes parents qui confirment, quelques mois plus tôt à la police, qu'ils étaient au courant que leur fille, alors âgée de 12 ans, entretenait des relations sexuelles avec un homme de 40 ans. Nous ne pourrons sûrement jamais démontrer que les propos de Régine Lalouf sont entièrement fondés ou issus de ces traumatismes. Cela reste, encore aujourd'hui, un débat en suspens. Mais nous pouvons tout de même analyser les éléments factuels du dossier du meurtre de la Champignonnière. L'auteur Michel Lorquin nous livre son analyse. Et donc à ce moment-là, lorsque moi j'ai écrit mon livre, j'ai repris tout ça. Et effectivement, en 38 points, j'essaye de démontrer qu'effectivement, ce que dit X1 ne tenait pas la route. Alors, je ne vais pas refaire évidemment les 38 points, on n'a pas le temps. Mais la première chose qui rend caduque le témoignage de X1 sur la Champignonnière, c'est que l'on connaît l'horaire, le timing de Christine Vannès depuis le matin jusqu'au moment de son décès. Et X1 dit que Christine Vannès, après-midi, alors qu'elle se trouvait à l'école, se serait trouvée dans un manège où elle aurait déjà subi des viols par Nioul, Dutroux et d'autres personnes et des tortures. Et qu'ensuite, Régina et Christine auraient été obligées de rentrer dans une voiture et conduites dans un lieu inconnu, probablement à Bruxelles, dans une cave où Christine Vannès aurait été assassinée. Mais tout ça ne tient pas la route au niveau des horaires, et c'est déjà un point important. Je pourrais en rajouter quelques autres. Lorsqu'on l'interroge sur le 13 février 1984, Régine Lalouf se trompe par exemple sur la façon dont Christine Vannès était habillée. Elle parle de sévices au niveau des organes génitaux de la gorge qui n'ont jamais été trouvés par les médecins légistes. Alors il faut aussi savoir qu'elle a augmenté au fur et à mesure le nombre de personnes dans la Champignonnière. D'abord c'était 7, puis 8, puis 9. À la fin, ils se sont retrouvés à 12 personnes à torturer Christine Vannès dans cette Champignonnière, dont un des juges d'instruction qui s'était occupé du dossier après 84. Donc tout ça ne tenait pas fort la route. Alors elle a également dit que le jour de la mort de Christine, celle-ci aurait crié en français et en néerlandais. Les témoins n'ont entendu que des cris en français. X1 aussi dit que Christine Vannès a été brûlée vive, ce qui est faux. Elle a été brûlée après sa mort parce que les médecins légistes n'ont pas trouvé de traces de fumée dans ses poumons. Le contexte de l'assassinat de Christine Vannès ainsi que son emploi du temps ne correspondent pas au témoignage de X1. Mais que reste-t-il donc des éléments évoqués au début de cet épisode ? Il y avait des éléments menant à Nioul et à Dutroux. Lorsqu'on lit le dossier de 1984, on ne voit ni Nioul ni Dutroux qui apparaissent. Mais en 96-97, lorsqu'on refait une enquête, on se rend compte, par exemple, que Christine Vannès allait à la piscine d'Etterbeek. Et au-dessus de cette piscine, il y a une radio qui s'appelait Radioactivité, où Nioul était animateur. Et il a été dit que Christine montait très souvent voir des gens dans cette station de radio libre. Alors ça, c'est tout à fait faux. Je ne pense pas qu'elle y a été une fois, mais il y a un problème dans ce dossier qui rend le dossier encore plus compliqué. C'est que Christine avait une fille qui lui ressemblait très fort, un sosie, qui s'appelait Sandrine, et qu'elle travaillait à Radioactivité. Donc la personne qu'on a vue à Radioactivité, c'était bien Sandrine et pas Christine. Nous avons épluché les PV et les témoignages du dossier de la Champignonnière. Et aujourd'hui, nous n'avons aucune piste solide qui démontre que Christine Vannès fréquentait les locaux de Radioactivité. Nous savons tout de même qu'elle se rendait dans une autre station, la radio Cinquantenaire, située dans la même commune. Et encore un autre élément qui apparaît un moment dans le dossier, c'est qu'en 1983 ou début 1984, Christine prend le train pour rejoindre son petit ami à Soigny. Et là, elle rencontre un certain Pascal, avec qui elle va commencer à envoyer et recevoir des lettres, jusqu'au moment où ce garçon s'est retrouvé en prison. Et il faut savoir que ce Pascal, en 96, il revient dans l'enquête dans la nébuleuse de Dutroux et de ses complices, sauf qu'apparemment, il est quand même plus ou moins accepté maintenant que ce Pascal n'a connu Nioul qu'après 1984.
Il paraît peu probable que Christine Vaness ait rencontré Michel Nioul par le biais de Pascal L. Que pouvons-nous donc conclure du témoignage de Régina Louf? La jeune femme aurait-elle tout inventé? Alors, je pense effectivement qu'elle a subi des sévices sexuels durant sa vie, qu'elle était elle-même dans un réseau de pédophilie, mais ce qu'elle raconte sous la Champénionnière ne tient pas la route, même absolument pas la route. Donc les parents de Christine Vaness ont été confrontés à Régina Louf et ils se sont rendus compte qu'elle disait des choses totalement fausses sur leur fille. Et ils ont porté d'ailleurs plainte pour diffamation contre le témoin X1. Prenons le temps de penser aux parents Vaness. On ne peut imaginer la douleur qu'ils ont dû ressentir en découvrant le témoignage de X1. En 1984, ils font face à la perte de leur fille. Et 10 ans après, ils sont confrontés à cette terrible éventualité. Leur fille de 16 ans embrigadée dans un réseau pédocriminel, sans qu'ils ne s'en soient rendus compte. Les parents vont avoir accès au dossier du témoin X1. Le 2 octobre 1998, ils convoquent une conférence de presse. C'est la mère de Christine qui prend la parole. Nous avons lu attentivement les articles de presse et écouté les interviews de X1. Notre ultime conviction est que cela ne correspond pas du tout au profil de notre fille Christine. J'ai demandé à monsieur le juge Van der Meersch à être confronté avec le témoin. Ça me paraissait fondamental. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse positive de X1. Nous sommes solidaires avec toutes les familles de victimes. Mais d'après les éléments qu'il y a actuellement dans les dossiers, le meurtre de Christine n'a pas de lien avec les affaires Dutroux et consorts. Nous décidons de refermer ce chapitre sur ces mots. Nous avons une pensée toute particulière à l'égard de la famille de Christine, qui 40 ans après poursuit son deuil, sans pour autant savoir ce qui a pu arriver à leur fille ce 13 février 1984. La piste des punks n'a pas abouti. Celle sur la mouvance Nioul-Dutroux a été refermée. Et maintenant, que reste-t-il ? Nous avons décidé de réétudier ce dossier. Pendant plusieurs mois, une équipe s'est relayée pour examiner des milliers de documents, interroger des témoins et rechercher de nouvelles informations. Dans les 2 épisodes qui suivent, nous vous livrerons nos analyses. Dans le prochain épisode... Oui, ce nom Marc est interpellant, on est bien d'accord. Une amie de longue date d'ailleurs dira qu'un mois avant sa mort, Christine lui a parlé d'un prénommé Marc, tout en disant que tout allait bien avec son petit ami de l'époque, mais qu'elle hésitait avec ce Marc. Le meurtre de la Champignonnière. Un podcast de Vivacité, un média de la RTBF. Écrit, réalisé et produit par Matt Graves, Jeanne Savigna et Thomas Résimond. Une narration de Serge Logne.